Depuis le 10 avril, Lomé et toutes les villes et localités du Togo vibrent au rythme de la campagne électorale. Au 6e jour de cette grande opération de charme à l'électorat, nous nous intéressons ce soir au programme de société des différents candidats et aussi les caractéristiques du vote par procuration. À suivre tout de suite dans ce journal. Et puis réduire la pauvreté en créant des conditions favorables à une croissance économique, c'est l'objectif que veut atteindre le gouvernement en mettant en œuvre le projet d'appui à la mobilisation des ressources et du renforcement des capacités, en abrégé PAROSSI. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Depuis 6 jours, la campagne électorale bat son plein sur toute l'étendue du territoire national. À travers meetings, caravanes, messages divers, les prétendants au fauteuil présidentiel exposent leur programme de société, des promesses de développement socio-économique, entre autres. La synthèse de tous ces programmes tout à l'heure dans le courant de cette édition. Le 25 avril prochain, les Togolais iront donc aux urnes pour choisir celui dont le programme les aura convaincus. Le vote est un droit civique réservé à tout citoyen majeur par la Constitution. Mais en cas d'empêchement, l'électeur peut voter par procuration, un dispositif prévu par le Code électoral en sa section 3. Mais alors, quel est le processus de ce type de vote et quelle est son importance? Les réponses dans ce dossier de Dédé Koussao et de Pierre Soussoupo. 2 voix. C'est ce qu'on appelle le vote par procuration. Une disposition prévue par le Code électoral dans ses articles 108, 109 et suivants. Et ce type de vote est réservé à des électeurs appartenant à des catégories définies. Il y a toute une catégorie de personnel que le Code cite qui peuvent bénéficier de la procuration. Pour vous donner les exemples, c'est ceci. Les membres des forces armées et de sécurité, des finances, des eaux et forêts et plus généralement les agents publics absents de leur domicile le jour du scrutin pour nécessité de service. Ça veut dire que ceux qui partent en vacances ne peuvent pas donner procuration. Il faut que ce soit pour une nécessité de service. Que ça se justifie. Les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présentes sur le territoire national le jour du scrutin. Donc il faut justifier aussi. Éventuellement, quand on n'est pas dans cette première catégorie, dans la deuxième catégorie, il faut justifier que, pour des nécessités de famille ou pour d'autres nécessités impérieuses, vous êtes obligé de vous absenter du Togo, du territoire national. Les malades hospitalisés ou assignés à domicile, donc ils ne peuvent pas se déplacer vers le bureau de vote. Les grands invalides ou infirmes qui ont également un problème de mobilité pour aller jusqu'au bureau de vote. Les membres des bureaux de vote qui ne souhaitent pas voter dans les bureaux où ils siègent. Parce que vous pouvez être membre d'un bureau de vote, mais qui n'est pas forcément votre bureau de vote où vous êtes inscrit sur cette liste. Vous pouvez également faire une procuration pour que quelqu'un d'autre vote pour vous. Parce que vous savez que les membres des bureaux de vote ont le droit de voter dans le bureau où ils siègent, même si ce n'est pas leur bureau d'origine. Mais il peut choisir de voter dans son bureau d'origine. À ce moment-là, il fait une procuration pour que quelqu'un d'autre vote pour lui là-bas. Mais il ne votera plus à ce moment dans le bureau dans lequel il siège. Donc la liste est bien limitée des personnes qui peuvent bénéficier d'une procuration. Mais comment peut-on exercer son droit de vote par procuration? D'abord, le mandataire doit jouir des droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que son mandat. Et ce n'est pas fini. Être d'abord inscrit sur la même liste électorale. Être inscrit sur la même liste électorale dans le même bureau de vote. Pourquoi cette condition? Parce que ça évite que la même personne puisse donner d'autres procurations des gens pour aller voter dans un autre bureau de vote. Puisque chacun de nous a droit à un seul vote et personne ne doit voter plus d'une seule fois. Donc en le faisant dans le même bureau de vote, ça permet à ceux qui au bureau de vote de vérifier sur la liste que la personne à qui vous avez confié est inscrite sur la même liste que vous aussi vous êtes inscrit dans le même bureau de vote et de pouvoir mentionner sur la même liste que vous aviez déjà voté. Ce qui fait que vous ne pouvez pas aller voter ailleurs puisque votre nom ne figure pas sur les autres listes électorales. La deuxième condition, c'est d'avoir un formulaire. Puisque la procuration, on a harmonisé ou on a uniformisé la procédure. Ce formulaire comprend un certain nombre d'informations qui sont exigées. C'est ça le formulaire, avec en tête la Commission électorale nationale indépendante CENI, la République togolaise. Il est bien marqué fiche de procuration pour l'élection présidentielle 2015. Donc vous ne trouverez pas, si la date de l'élection n'est pas la bonne, ça voudrait dire que c'est une fiche antérieure qui n'est plus valable. Il faut que ce soit la fiche de 2015 avec les mentions qu'il y a dessus.
Et vous verrez donc que sur cette fiche, il y a d'abord le nom de celui qui donne procuration. C'est lui qu'on appelle le mandant. Il y a le nom de celui à qui on donne la procuration. Donc celui qui sera là le jour du vote et qui va lui-même aller voter pour lui-même et pour celui qui lui a donné procuration. C'est le mandataire. Sur la fiche, il y a des informations très importantes qui permettent de vérifier d'abord que vous avez bien reçu mandat de votre mandataire pour aller voter en son nom. La première, c'est la carte d'électeur de celui qui donne procuration, du mandat. Le numéro de sa carte d'électeur doit figurer sur la fiche. Le numéro de la carte d'électeur de celui à qui il donne procuration doit également figurer sur la fiche. Ça permet de s'assurer d'abord qu'ils sont sur la même liste électorale et qu'ils sont dans le même bureau de vote. Et de pouvoir tracer aussi les liens. Il faut rappeler que le vote par procuration n'est valable seulement que pour ceux qui votent le jour du scrutin, le 25, et qui ne seront pas là ce jour-là. Vous pouvez faire un vote par procuration. En revanche, si vous faites partie des forces de sécurité et des forces de défense, et que vous votez par anticipation, vous ne pouvez pas donner une procuration à quelqu'un d'autre. Le vote par anticipation, le jour du vote par anticipation pour les forces de sécurité et de défense, c'est l'électeur lui-même, c'est l'agent de sécurité lui-même, la force de défense, le policier, le gendarme, le militaire lui-même qui doit se présenter personnellement à ce vote. Il ne peut pas le faire par procuration. Si éventuellement il n'était pas disponible le jour du vote par anticipation, il peut éventuellement voter le 25 lui-même. Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa carte d'électeur au bureau de vote du mandat et vote au nom de ce dernier dans les mêmes conditions que les autres électeurs. On l'a évoqué dans ce sujet, autre type de vote prévu par le code électoral, c'est celui par anticipation. Et je vous donne maintenant lecture de ce communiqué de la CENI relatif donc à cet autre type de vote. Dans le cadre de l'élection présidentielle du 25 avril 2015, la Commission électorale nationale indépendante CENI informe l'opinion publique et les électeurs que les forces armées et de sécurité voteront par anticipation le mercredi 22 avril 2015 dans les centres de vote retenus par la CENI et publiés par voie de presse. À cet effet, la CENI rappelle que le vote par anticipation se déroulera en respectant les dispositions suivantes. Le vote par anticipation concerne uniquement les éléments des forces armées de sécurité régulièrement inscrits sur les listes électorales et disposant de leur carte d'électeur. Les électeurs inscrits dans les centres de vote retenus voteront dans leur bureau de vote respectif et émargeront sur la liste d'émargement de leur bureau de vote. Les électeurs inscrits dans d'autres centres de vote voteront après avoir rempli le formulaire des votants par anticipation. L'usage des procurations n'est pas autorisé le jour du vote par anticipation. Après les opérations de vote, l'urne est scellée sur les 4 côtés et sur l'ouverture destinée au passage du bulletin de vote. Les numéros de scellés sont inscrits sur le procès verbal. Sur le procès verbal du bureau de vote, chaque membre du bureau de vote reçoit une copie du procès verbal. L'urne scellée est ensuite déposée à la CELI. Le jour du vote général, l'urne est ramenée dans le bureau de vote avant la clôture des votes en vue du dépouillement. Les membres du bureau de vote vérifient les numéros de scellés de l'urne ramenée. Les électeurs des bureaux de vote concernés doivent être informés au préalable que le bureau de vote a servi de vote par anticipation et que l'urne utilisée y sera ramenée. Pour le dépouillement intervenant à la clôture des votes dans le bureau de vote, le contenu de l'urne du vote par anticipation est mélangé à celui de l'urne du vote général. La CENI compte sur le civisme et le sens de responsabilité des uns et des autres pour un bon déroulement de cette opération. Et la CENI informe également les membres des bureaux de vote désignés conformément au code électoral pour siéger au sein des bureaux de vote de se mettre en rapport avec les présidents de leur CELI de rattachement pour connaître les dates et lieux retenus pour la formation.
La suite de cette édition, et parlons toujours campagne, informer, éduquer et divertir sont les principales fonctions de la presse. Et en cette période de campagne électorale, la fonction d'information semble être plus sollicitée. La rédaction des différentes publications met tout en œuvre pour accrocher les lecteurs. Et face à l'instantanéité de l'information, de l'équité et de la neutralité requise dans le traitement de ces informations, comment s'y prennent les organes de presse? Élément de réponse dans ce dossier signé Désiré Dagbovi et Christine Pechekialode. Tout comme les autres médias, la presse privée, pendant cette période électorale, a une grande mission, celle de rendre disponible l'information de qualité sur les activités des candidats. Conformément aux règles de bonne conduite, aucun candidat ne doit être lésé dans le traitement de l'information. Et voici la toute première parution du bi-hebdomadaire Union depuis le début de la campagne. Les 5 candidats en lice s'y trouvent. Quand vous prenez l'Union, nous avons essayé de rassembler toutes les idées qu'il y a eu en ce début de campagne. Tous les candidats occupent quand même pratiquement le même espace pour pouvoir expliquer aux électeurs comment la campagne s'effectue en ce moment-là. Il est bien vrai que chaque organe de presse a sa ligne éditoriale. Mais l'important au cours de cette période, c'est l'impartialité. Et pour cette raison, le Conseil national des patrons de presse a mis en place une stratégie à travers cette plateforme, le www.plateforme-conap.com, qui profite aussi à la presse écrite. Et ici, nous traitons les informations. Après leur traitement, nous mettons ça sur le site de la plateforme. Et ce qui permet donc à tous les journaux, que ce soit presse écrite, radio ou télévision, de pouvoir avoir des banques de données. La plateforme est très indiquée pour tout le monde pour avoir toutes les informations. On l'a sectionné en 6 zones. Le Grand Lomé, la région maritime, la région des plateaux, la région centrale, la région de la Kara et la région des Savanes. Si vous allez sur cette plateforme, on couvre tous les candidats. Focus Info, un bimensuel, se prépare pour sa toute première parution sur la campagne électorale. Cette plateforme constitue sa principale source. En ce qui concerne Focus Info, nous allons régulièrement sur cette plateforme qui est déjà opérationnelle pour puiser les informations en vue de leur exploitation. Donc c'est le premier niveau de notre organisation dans le processus. Le deuxième niveau, c'est le déploiement de nos propres journalistes, rédacteurs sur le terrain avec nos moyens pour pouvoir couvrir le processus. Presque une semaine que la campagne en vue de l'élection présidentielle est ouverte. Du côté de la presse écrite, tout semble bien marcher en matière de couverture médiatique. La couverture médiatique se passe bien, les candidats sont accessibles, leur entourage également est accessible. Et donc, de ce point de vue, on peut dire que notre travail, en tout cas, est facilité par toutes ces disponibilités. En même temps, il n'y a pas encore de dérapage constaté ni par la HAC, ni par l'OTM, ni d'ailleurs par les autres organisations. Le travail se passe plutôt bien. Il faut espérer que cette dynamique se poursuive jusqu'au 25 avril. Toute production à des fins de propagande politique en faveur d'un candidat est interdite. Les principes d'égalité, de pluralisme, d'équité et d'équilibre de l'information sont les seules règles du jeu. Et nous poursuivons cette édition avec ce communiqué. Depuis le 10 avril 2015, les 5 candidats à l'élection présidentielle sont descendus dans l'arène pour vendre et vanter leur programme de société à travers des meetings et des passages médiatiques. La presse s'efforce dès lors à couvrir toutes les manifestations portées à sa connaissance comme l'exigent les dispositions de l'arrêté numéro 006/HAC/15/P fixant les conditions de production, de programmation, de diffusion ou de publication des informations relatives à l'élection présidentielle du 25 avril 2015.
Cependant, il nous a été donné de constater qu'en violation de leur cahier de charges et du code de bonne conduite du journaliste, certains médias confessionnels de Lomé et communautaires de l'intérieur du pays se plaisent à animer des émissions à caractère politique portant notamment sur la campagne électorale. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication demande instamment à ces médias d'arrêter la production de ces émissions et les met en garde contre toute récidive. Pour qu'une élection puisse se dérouler dans un climat apaisé et sans violence, le comportement des leaders politiques, leurs militants et sympathisants en dépend également. La courtoisie et la convivialité entre membres de différents partis politiques en cette période de campagne électorale, c'est un constat de Patrice Bocan. Regardez. Bon sens, bon geste citoyen, le tout mêlé de sentiments, de courtoisie et d'amour du prochain. C'est ça qu'il faut pour les adversaires politiques en période électorale, un synonyme de leur degré de maturité politique. Les leaders politiques, leurs militants et sympathisants, en jouant ainsi leur partition, placent du coup au-delà de tout sentiment égoïste et destructeur l'intérêt supérieur de la nation et prônent la non-violence, base essentielle pour tout développement durable. À ce prix, il fera beau sur la terre de nos aïeux avec une bonne dose de fair play lors de la proclamation des résultats issus de cette élection. Candidats, militants et sympathisants des partis politiques sont donc à la conquête de l'électorat, véritable opération de charme où chacun use de diverses stratégies pour convaincre les populations. Que fait en ce moment la CENI, l'instance en charge de l'organisation de ce scrutin? Augustin Kossi et Ramdan Bassina nous répondent. Située en amont et en aval de toutes les consultations électorales, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, dispose de toutes les prérogatives dans l'organisation et la supervision du scrutin présidentiel. Pendant la campagne électorale, elle se déploie dans les 7 zones de la cartographie électorale en collaboration avec le ministère de l'administration territoriale, de la sécurité et de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Lorsque un candidat, par exemple, est dans une zone pour la campagne électorale, les membres de la CENI sont tenus d'être là pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que toutes les dispositions sont prises pour la sécurité de cette campagne électorale? Est-ce que la place réservée, est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui sont venus aussi pour qu'il y ait des altercations au moment de la campagne de l'un de l'autre? Donc la CENI est là pour veiller à ce que tout soit en ordre, en collaboration avec les CENI, pour que tout ce qui doit se passer pendant ce moment de campagne se passe bien. Et lorsqu'il advenait éventuellement des incompréhensions, la CENI est également là pour remettre les pendules à l'heure. S'il arrive que quelque chose ne se passe d'anormal, c'est de la responsabilité de la CENI d'aller vers les protagonistes pour leur dire, bon, il serait mieux de faire ça, pour trouver une solution. Et dans les cas échéants, des fois on sera obligé de faire appel à la FOSEP pour rétablir l'ordre. Ça semble être simple, mais c'est compliqué. Parce qu'il y a des moments où c'est vraiment une tension qu'il faut gérer. Et les membres de la CENI doivent avoir tout ce qui est astuce nécessaire pour éviter qu'il y ait des tensions. Aller vers les candidats, aller vers leurs représentants, aller vers les partis politiques pour que, en fin de compte, qu'on ait une campagne apaisée. Pour l'heure, la campagne suit son cours normal et les différents états-majors des partis politiques se mobilisent pour la conquête de l'électorat, et ce jusqu'au 23 avril. Et plus d'écho de cette campagne avec Gerson. Gerson, bonsoir. Bonsoir Anita. Les nouvelles du front ce soir?
Pas grand-chose ce soir du front Anita. Vous savez, hier, les 5 candidats sont tous passés. Il reste donc 2 passages pour certains candidats. Pour Aimé Tchabouré-Gouré, par exemple, c'est le tout premier passage d'hier. Alors, pas besoin de tout épuiser au même moment. Alors, les états-majors, les services de communication des différents candidats compilent les images avant de nous les envoyer ici. Et donc, pas de nouvelles de front ce soir, Anita. Donc, Gerson, si je comprends bien, pas de journal de la présidentielle ce soir. Si, il y aura journal, bel et bien journal de la présidentielle. Nous vous parlerons par exemple des à côté de cette campagne électorale. Nous vous parlerons par exemple de l'aspect économique de cette campagne. Nous vous parlerons aussi des comportements des militants sympathisants, des candidats, des partis politiques avec d'autres candidats. Anita, on se rassure, pour l'instant, pas de violence signalée et c'est la bonne nouvelle. Merci beaucoup, Gerson. Donc, rendez-vous tout à l'heure après cette édition. Et nous poursuivons ce journal. Le ministère de l'économie et des finances, avec l'appui de la Banque africaine de développement, a lancé ce matin à Lomé le projet d'appui à la mobilisation des ressources et du renforcement des capacités institutionnelles. Le PAR aussi vise donc à contribuer à la réduction de la pauvreté en créant des conditions favorables à une croissance économique durable au Togo. Des précisions avec Emmanuela Adjaklo et Carmen Madji. Après le PARCI 1 et 2, exécuté avec un taux de réalisation physique et financière de 99% environ, la Banque africaine de développement BAD appuie une fois encore le Togo pour contribuer à une gestion plus efficace et transparente des finances publiques avec un nouveau projet, le PAMOSI. Projet d'appui à la mobilisation des ressources et au renforcement des capacités institutionnelles financées à plus de 4 milliards de francs CFA. Il s'étend sur la période 2015-2019. Ses principaux objectifs, améliorer l'efficacité des dépenses publiques et renforcer les capacités institutionnelles des acteurs. Les principales structures bénéficiaires de ce projet sont l'Office togolais des recettes, l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE, l'Agence nationale de volontariat national du Togo. Un volet non moins important du projet va à la mise en œuvre des nouvelles directives de l'UEMOA. Un autre bénéficiaire se trouve être la délégation à l'organisation du secteur informel en vue de transformer les unités traditionnelles de production en PME, PMI. L'autorité de régulation des marchés publics et la Direction nationale du contrôle des marchés publics sont aussi bénéficiaires du projet. Le PAMOSI apportera justement un appui décisif pour permettre de réussir la transition fiscale engagée par le gouvernement avec la création de l'Office togolais des recettes OTR. On se rend compte que pour que ce pays qui va être émergent en 2030 puisse avoir ses propres capacités de mobilisation de ses ressources. Ce projet PAMOSI vient dans ce sens, aider le gouvernement à mieux mobiliser ses ressources internes. Élément très important pour nous, améliorer la gestion, en fait la budgétisation sensible aux gens et les moyens pour pouvoir financer la création d'emplois pour les jeunes. Le gouvernement reste convaincu que la mise en œuvre du PAMOSI permettra de poursuivre le processus de développement du Togo. Le PAMOSI illustre cette volonté du gouvernement de mobiliser le maximum de recettes internes et ensuite d'assurer une gestion efficiente de ces recettes. Il ne suffit pas de mobiliser les recettes, encore faut-il pouvoir les gérer de façon idoine. Et c'est pour ça que ce projet a un volet important en matière de renforcement des capacités. Et tout ceci s'inscrit dans un processus qu'il me plaît de vous rappeler, c'est le passage d'une gestion basée sur les moyens à une gestion basée sur les résultats. Cette rencontre permettra aux différents acteurs de mieux connaître le projet pour efficacement contribuer à sa mise en œuvre et aider le gouvernement à réussir les réformes engagées. Et les femmes sont mises à contribution pour booster la croissance économique du pays. Mais au préalable, elles devront acquérir des connaissances économiques, ce qui sera possible grâce au programme national pour l'entrepreneuriat féminin inclusif initié par le ministère en charge de la promotion féminine. Dodo Harry, Charlotte Moussime.
À l'instar de ces femmes transformatrices venues de Lomé commune et des préfectures des lacs et du Golfe, beaucoup n'ont pas encore la maîtrise de la chaîne de qualité, du conditionnement et du marketing dans les unités de transformation. Un problème majeur que veut résoudre le programme national pour l'entrepreneuriat féminin inclusif, un programme conçu par le ministère de l'Action sociale pour soutenir les groupements féminins dans leurs différents secteurs d'activité. Il s'agit de technologie de production, mais aussi de marketing. Le gouvernement a mis en place plusieurs programmes, mais nous avons des fois l'impression que certaines femmes ne sont pas au courant. À travers ce programme, nous sensibilisons les femmes leaders de groupement aux différents projets qui existent, aux différents programmes, aux conditions pour pouvoir bénéficier de ces programmes, et ceci en vue de leur permettre d'avoir un meilleur accès aux programmes que l'État a mis en place pour leur autonomisation économique. C'est depuis novembre 2014 que ce programme a été lancé. À ce jour, plus de 550 femmes leaders de groupement dans les régions des savanes, de la Kara centrale et des plateaux ont été formées. Et déjà, les retombées sont saluées ici par le gouvernement. On a un retour très positif. Par exemple, il y a une femme qui peut maintenant, avec une quantité de manioc, produire une certaine quantité de gari. À travers la technique, la formation sur les techniques de production, elle voit qu'elle peut accroître vraiment cette production à partir du même stock de manioc qu'elle utilisait. Les femmes sont réputées être très actives dans le secteur agricole. Avec ces nouvelles notions qu'elles acquièrent, elles peuvent tirer meilleur profit de leur investissement et ainsi non seulement s'autonomiser financièrement, mais aussi et surtout contribuer à l'essor de l'économie nationale. La Banque ouest-africaine de développement a octroyé un prêt de 10 millions de francs CFA à la société Atel Mali. Ce financement permettra à la société, troisième opérateur de téléphonie au Mali, de rehausser le secteur de la communication et de développer les TIC aussi bien au Mali qu'en Afrique. Et la signature a eu lieu ce matin au siège de la banque à Lomé. Antoinette Romao, au revoir. La Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, vient de donner un coup d'accélérateur à la téléphonie Atel Mali, un prêt de 10 milliards de francs CFA pour le déploiement du réseau de communication ultra-moderne et la mise en valeur de la troisième licence de télécommunication au Mali, dont Atel. Ceci pour renforcer le secteur de la communication au Mali et en Afrique. Ces fonds sont directement injectés donc, au niveau de l'opération du Mali et qui serviront à déployer une partie substantielle des infrastructures de télécommunications qui permettront donc de délivrer les services à l'ensemble de nos abonnés au Mali. Cet appui est le prolongement du rôle important que la BOAD a joué dans la mobilisation des ressources ayant servi à l'acquisition de cette licence. Votre groupe, le groupe Planor, a des capacités avérées en matière de gestion de ce type d'investissement, donc en matière de télécommunications. Nous n'avons donc aucune inquiétude et que vous allez mettre en œuvre de façon diligente avec professionnalisme le nouveau projet que nous sommes en train de lancer ensemble au Mali. Et c'est le lieu de vous réaffirmer encore notre disponibilité à renforcer la coopération que nous avons déjà. Ce prêt octroyé à la société Atel Mali porte à 128 milliards 236 millions de francs CFA le volume global des engagements de la BOAD au Mali au titre du financement du secteur privé. Et l'actualité malienne est marquée ce mercredi par l'attaque suicide perpétrée dans le nord du pays contre un camp de casques bleus. Bilan, 3 civils tués et 16 blessés, dont 9 soldats onusiens. Et pendant ce temps, à Alger, les représentants des groupes rebelles maliens tentent de discuter avec la médiation internationale et expliquent la raison pour laquelle ils refusent toujours l'accord de paix qui leur est proposé. Au Togo, la Fondation Nyazingbe et Adema pour l'éducation et la santé FOGES organise depuis lundi dernier une opération de consultation, dépistage et chirurgie pluridisciplinaire gratuite à Vaughan et à Ného. Une opération qui s'inscrit dans la dynamique de sa mission, celle d'aider les couches vulnérables à avoir accès aux soins médicaux de qualité. Ramdan Bassina.
Pour cette nouvelle mission de consultation, dépistage et opération chirurgicale gratuite dans la région maritime, la Fondation Gnassingbé Yadema pour l'éducation et la santé FOGES a pour site opératoire Vaughan-Anéro. Les tumeurs gynécologiques, les hernies, les lipomes et bien d'autres pathologies sont dépistées et soignées. Et c'est avec soulagement que l'on accueille ici cette mission. Nous sommes très heureux parce que notre unité de stomatologie n'arrive pas à prendre en charge, je dirais même les 10% des pathologies que nous recevons ici. L'opération s'est déroulée bien. Je suis content de cette opération. 1000 patients au moins, c'est l'objectif que se fixe la FOGES pour la région au cours de cette consultation gratuite. Parallèlement à ces 2 sites opératoires pour cette première semaine, il y a 10 sites de dépistage qui sont chargés de fournir les 2 sites opératoires en malades. Pour le suivi à moyen et à long terme, un système est mis toujours sur place en collaboration avec les techniciens locaux pour que chaque malade puisse être suivi après l'intervention chirurgicale. La Fondation Gnassingbé Yadema pour l'éducation et la santé sillonne depuis 2006 toute l'étendue du territoire national pour rapprocher les services de santé des populations. La ville de Thiévié sera la dernière étape comptant pour l'exercice 2014-2015. Et c'est sur la santé retrouvée des populations de Vaughan et d'Anéro que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir.